Allô YouTube! Aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué mon petit décor, on se fait une présentation spéciale Halloween. Alors j'ai des tout cartons, des albums, des documentaires, des BD, des romans, donc on va essayer de condenser tout ça en une vidéo. J'ai décidé d'y aller du plus petit jusqu'au plus vieux. Donc, il y a des suggestions qui s'adressent même jusqu'au secondaire. Et j'en ai qui vont donc s'adresser pour les tout petits. Donc, vraiment pour tout le monde aujourd'hui. Comme d'habitude, à chaque début de vidéo, je prends le temps de vous dire que je reçois ces livres-là de par les maisons d'édition. Ce sont des livres que j'ai soigneusement sélectionnés pour faire des vidéos, pour créer du contenu, mais je ne suis jamais obligée de le faire. Donc, je ne suis pas ni rémunérée, ni dans l'obligation. C'est vraiment juste par plaisir de parler de littérature jeunesse avec vous que je le fais. Commençons donc avec un tout carton, et c'est un tout carton chez La Bagnole qui est La magie de Noël. C'est écrit par Lucie Papineau, puis je l'ai adoré, donc évidemment je l'ai déjà lu là, avec mon coco, parce qu'il y a des actions à faire. Et là, on est vraiment dans l'âge parfait pour mon garçon où parfois on doit taper des mains, parfois on doit souffler dans les arbres pour aller enlever les branches, pas les branches, les feuilles, mais là, oups, on a soufflé trop fort. D'autres fois, on doit faire peur à des fantômes, on doit leur faire des grimaces, vous voyez le genre. Et on a vraiment une belle panoplie de tant de créatures d'Halloween que de une petite touche plus automnale. Donc vraiment là, un très beau tout carton là, à offrir à nos tout petits cocos. Un petit peu plus vieux maintenant, nous avons cet album. C'est paru aux éditions Petit Génie. Donc c'est Sorcière Fripouille, experte de potions magiques, selon elle. Déjà avec le titre, on voit que en fait, elle s'auto-nomme experte, mais elle ne l'est pas du tout. Tous ces sortilèges, toutes ces formules magiques, soit on les fait inverse, ou soit ont un effet qui est complètement inattendu et surtout non voulu. Et il y a comme la brigade des sorciers, qu'on peut dire, qui va venir enquêter sur elle. Alors, elle va devoir préparer une potion que l'agent va devoir boire et c'est ce qui va faire en sorte qu'elle saura si elle peut continuer à faire des formules ou pas. Mais tu sais, je m'imagine là, déjà là, quand mon coco va être un peu plus vieux, juste à le lire puis à essayer d'imaginer, ok, qu'est-ce que tu pourras... Elle veut faire un sortilège pour, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi là, mais pour que la créature, elle court vite. Mais ça pourrait être quoi le contraire, étant donné qu'elle n'est pas vraiment bonne? Ou qu'est-ce qui pourrait arriver finalement à la créature? Donc juste d'aller travailler justement la prédiction puis l'imagination, là, c'est un bel album de sorcière en même temps. Documentaire maintenant, nous avons les animaux les plus effrayants du monde. C'est une super belle collection chez Multimonde. J'adore parce que l'intérieur, la place, elle est vraiment à l'illustration. On a très peu de texte, c'est très dynamique, c'est très aéré. Alors l'enfant qui va le lire n'ira pas en surcharge, il va tourner les pages, puis quand il y aura un animal qui va piquer sa curiosité ou qui va l'intéresser, ben il va pouvoir lire cette page-là, continuer sa lecture tout simplement. Et là, on a vraiment des animaux qui sont effrayants. Donc ça pique ma curiosité de, ok, mais pourquoi l'orque est considéré comme un animal effrayant? Là, je vais n'importe où. Oh! Ben là, déjà, là, j'ai pas envie de me retrouver dans les bois face à un ratel, la chenille carnivore d'Hawaï. Qu'est-ce qu'elle a d'effrayante, tu penses? Donc, c'est vraiment un super beau documentaire. Je pense que les enfants vont en apprendre plus. Puis, à chaque animal, dans le fond, on a toujours comme des petites flèches comme ça, avec des faits, mais parfois on a une petite blague, un petit jeu de mots, parfois on a un petit fait qui est un peu fait pour faire rire les enfants, donc c'est ça aussi, c'est vraiment une lecture qui est dynamique, je trouve, donc les animaux effrayants. On tombe maintenant dans les bandes dessinées. Ici, nous avons Ma vie de zombie, écrit par Éric Pellado. Ce qui, j'ai compris dans le fond dans ma lecture, c'est que c'est une série roman de 3 romans qui a été adaptée en bande dessinée. Et là, moi, je l'ai lu, puis je connaissais pas cette série-là en roman. Je pense qu'il aurait fallu que je l'ai lu parce qu'il y a des personnages qui revenaient que je connaissais pas, dans le fond.
Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va décéder, mais qui la vie après la mort, c'est de devenir un zombie. Sauf que les humains ne doivent pas le savoir. Et donc, ils vont se créer une nouvelle vie de zombies sous la terre. Ils vont avoir des nouveaux parents, ils vont avoir des nouveaux amis et tout. Et donc, l'univers du zombie, j'ai vraiment apprécié. Puis là, dans le fond, dans cette BD-là, ils vont retourner dans la vie humaine. Ils vont se faire passer pour des humains pour vivre comme un dernier souvenir auquel il était très attaché, notre personnage principal. Alors, en tant que lectrice experte, j'ai été capable de combler les trous que j'avais à cause de ma non-lecture des 3 premiers tomes. À suivre, dans le fond, s'il faut... Je pense que pour vos élèves, ça serait mieux d'avoir les romans, puis d'ajouter, dans le fond, ça à votre bibliothèque de classe. D'autres BD ici, c'est le tome 2 et le tome 3 de Faire des amis. Je les ai ajoutés dans ma thématique Halloween parce que il y a quand même un aspect magique dans ces bandes dessinées-là. C'est pas des bandes dessinées... Oui, on est dans le réalisme. Il y a une partie qui est le réalisme, donc c'est une jeune fille qui a fini sa 6e année, qui s'en va au secondaire, elle a de la misère à se faire des amis et tout. Mais c'est que sa tante, là je vous raconte le tome 1, là, sa tante, elle lui donne un carnet et tout ce qu'elle va dessiner dans le carnet va prendre vie. Alors, comme elle a de la misère à se faire des amis, bon, ben, elle va se dessiner la parfaite meilleure amie du monde. Sauf que finalement, ben, ça sera pas la parfaite meilleure amie du monde. Puis là, elle va m'amener dessiner un autre personnage comme d'un de ses livres, sauf que ce personnage-là va prendre vie et va se tourner contre elle. Alors elle va devoir se lier d'amitié avec sa meilleure amie, qui est plus sa meilleure amie, qui est inventée aussi, pour combattre donc cette créature. Et là donc nous avons le tome 2 et le tome 3. Moi c'est des BD que... Les BD chez Scholastic, je le dis souvent, mais ils ont un format qui plaît beaucoup à mes élèves de 5e et 6e année. Le fait que ce soit comme un roman, que ça se lise de la même façon, que ce soit coloré, que ce soit vivant à l'intérieur, c'est vraiment populaire. Dans le tome 2, dans le fond, la jeune fille, elle va être maintenant nouvelle meilleure amie avec sa meilleure amie. Et elle va dessiner un clone d'elle-même dans le but de l'aider dans ses tâches, dans ses devoirs et tout. Mais finalement, il y a quelque chose qui va se passer avec le clone. Et dans le tome 3, il y a l'univers complètement changé. Donc, c'est plus les mêmes parents, c'est plus leur même histoire, puis là, ils comprennent pas vraiment qu'est-ce qui se passe, c'est jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il y a quelqu'un qui a joué avec leur univers magique et ils vont devoir rétablir la vraie magie. Ouf! Dit comme ça a l'air bizarre. Mais, donc, ce sont des BD qui... Je pense qu'à proposer dans un thème justement Halloweenesque où on n'est pas dans le faire peur, mais plus dans le côté magie. Un autre BD ici, encore chez Scholastic, qui est le Club des Babysitters. Vous connaissez assurément cette série-là. C'est vraiment une belle série qui était des romans quand moi j'étais enfant, que je lisais avec passion, qui a été adaptée sur Netflix en télésérie. Donc il y a beaucoup d'élèves qui ont connu cette série qui datait des années 90, même 80-90, grâce à la série sur Netflix. Et là, dans le fond, Scholastic publie les mêmes histoires des romans, mais version bande dessinée. Ici, nous avons le tome 13 qui se passe dans la période d'Halloween. Et dans le fond, la jeune fille, elle va recevoir une lettre par la poste qui lui dit « Tu dois faire envoyer des compliments à 7 de tes amis, puis si tu ne le fais pas, il y a une malédiction que tu vas avoir. » Je lisais ça puis je riais parce que c'est exactement le genre de courriel qu'on recevait il y a comme 10-15 ans. Mais elle décide donc de ne rien faire avec ce papier-là. Et elle poursuit dans le fond sa vie. Sauf qu'elle va réaliser qu'elle va réellement subir une malédiction. Et là, la malédiction va s'étendre à tous les membres du club de babysitters parce que chaque membres vont vivre des échecs, des pertes, des accidents, puis elle va essayer donc de rétablir la malédiction. Ça fait pas peur du tout, là. On s'entend, on est juste dans un univers de malédiction et on va réaliser que c'est une fausse malédiction. Et que là, il y a comme un aspect qu'il faut qu'il aille au cimetière le soir et tout. Donc, je sais que c'est comme un univers qui va plaire là, aux élèves. Bande dessinée, mais là, on est dans l'horreur. Toujours chez Scholastic, Lieu hanté. Donc, 4 histoires terrifiantes. Ce sont 4 légendes canadiennes qui ont été adaptées en bande dessinée. Les illustrations sont vraiment réussies, là. Je vous montre ça ici.
Ce que j'ai trippé, c'est que la première, c'est sur la Corriveau. Donc, c'est sur cette légende québécoise-là, mais on a des légendes de 3 autres provinces canadiennes. J'en ai appris plus, dans le fond, là, sur ces légendes-là que je ne connaissais pas. Je vais vous remontrer, là, ça ici, regardez, là. Donc, pour vrai, les fans d'horreur vont vraiment aimer ça. Puis c'est, comme il y en a 4, c'est pas repoussant pour un lecteur récalcitrant que pour qui le nombre de pages serait comme déjà un défi, là, ben il pourrait en lire juste une des 4, tout simplement. Donc, vraiment, j'ai bien aimé. Pas juste, tu sais, pas nécessairement que j'ai aimé ma lecture, mais j'ai aimé le concept de faire une légende québécoise puis de la rendre vraiment comme horreur, là, avec les dessins puis avec les mots qui sont utilisés et tout. Chez Frisson, maintenant, on a 2 nouveaux frissons qui se veulent un mélange entre bande dessinée et roman. Donc, le concept est chouette. Je vais commencer avec lui. Je vous ai dit que j'allais y aller en gradation. Là, j'ai fait la gradation des albums, documentaire, il y en avait juste un, gradation des bandes dessinées. La gradation des romans, je vais commencer par lui. Lui, c'est le moins épeurant des 2. L'école de l'horreur, le portail maudit. C'est écrit par Paul Roux, un auteur qu'on connaît beaucoup là, dans la collection Frisson, justement. Et l'école de l'horreur, c'est que c'est un jeune garçon qui va aller dans un coin de l'école qui est interdit. Et on ne sait pas trop pourquoi il est interdit, puis il va amener, dans le fond, son ami, puis ils vont être propulsés dans un monde complètement imaginaire, mais c'est comme un labyrinthe duquel ils ne sont pas censés sortir vivants. Alors, j'en dis pas plus. Je vous montre les illustrations. Pour vrai, c'est pas si épeurant, là, les illustrations. Là. Je dirais... je pense que, deuxième cycle, on est vraiment, vraiment correct. Même dans l'histoire en tant que telle, j'ai pas trouvé que c'était si épeurant. Celui-ci, par exemple, on est une petite coche au-dessus. Donc, les carnets de l'étrange, le monstre de lumière. Et ici, ce sont des illustrations qui rappellent le manga. Chose que je sais qu'on a beaucoup d'élèves dont c'est le genre littéraire préféré. Ici, on a un groupe d'amis, un jeune garçon, qui vont terminer leur rencontre au parc. Il va s'en aller à la maison et il va voir comme une créature et tout, mais il est comme pas trop sûr. Je vous dirais que l'action commence à la 2e page. Comme on est dans un rythme adrénaline propulsé fois 1 million, là, dans le sens que tu n'as même pas le temps de t'attacher au personnage que bam, il arrive déjà quelque chose. Mais en même temps, pour les lecteurs pour qui justement il faut que ça aille vite pour les accrocher, ben ils vont être définitivement servis. Et dans le fond, c'est ça, là, il y a comme une créature qui rôde à cause il y a comme eu un éclair, une pluie de météorites, genre quelque chose comme ça, là, je suis plus trop sûre, là, une genre de tempête, tout ça mis ensemble, qui, depuis, il y a comme des disparitions d'enfants, il y a des animaux d'animaux de compagnie qui sont retrouvés morts, clairement il y a des choses qui se passent, et là l'animal, lui, en essayant de s'enfuir pour de la créature, alors qu'il est seul dans le bois, il va se faire griffer dans le dos, et c'est ce qu'on réalise que ça va comme devenir la proie à cause de ça. Donc, ça fait vraiment plus peur que le premier, là, je dirais, que le premier que je vous ai présenté. C'est pas si pire, mais, tu sais, pour les peureux, les illustrations font quand même... si j'essaie de vous en montrer une qui est un petit peu plus épeurante, ça on l'a dessus, non. Non plus, là, ça c'est sa déchirure. Attendez, j'attends qu'on trouve... Ah, tu sais, ça, je me rappelle l'avoir lu, j'étais comme, ok, petit frisson dans le dos, là. Ok, chez La Courte Échelle, maintenant, je les ai classés donc dans cet ordre-là, pas parce que le prochain que je vais vous présenter fait peur, mais parce que je pense qu'il va nécessiter un plus haut taux de maturité pour arriver à aller chercher toute la compréhension. Ça ici, ça sort la semaine prochaine en librairie et j'ai envie de vous dire, garochez-vous, c'est fascinant, c'est vraiment chouette comme principe. Dans le fond, c'est l'affaire Body-Bussière, pardon. C'est écrit par 4 auteurs qu'on adore déjà. Donc, François Gravel, je vais essayer de vous les dire. François Gravel, Joanne Mercier, Alain M. Bergeron et Martine Latulippe. Ici, on a 2 narrations. Une première narration où ce sont des textos qui sont échangés entre des enfants et une autre narration qui est la directrice adjointe. Dans le fond, on apprend rapidement que le squelette qui est dans le local de sciences a disparu.
et la directrice adjointe va enquêter afin de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a pris le squelette. On le sait dès le départ que les enfants ont quelque chose à cacher. Dans leur façon de s'écrire dans les textos, c'est eux les coupables, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le sait pas. On va l'apprendre au fur et à mesure de notre lecture. Et entre-temps, on a une deuxième narration qui est tous les échanges que la directrice adjointe va avoir avec chaque personnage, sauf que on n'a jamais ce que la directrice adjointe leur dit. On a seulement la réponse des autres. Je donne un exemple. Ça commence. C'est bureau de Nathalie Saint-Amand, qui est la directrice adjointe, 14h35, Philippe Lagacé. Ben bien sûr que je suis au courant. C'est plutôt bien trouvé comme surnom. Tout le monde m'appelle Fémur maintenant, même ma blonde. Ouais, j'ai l'air d'un élève, je sais, vous n'êtes pas la première à me le dire. Donc voyez-vous, c'est que des paragraphes comme ça, mais jamais on sait qu'est-ce que la directrice adjointe va lui avoir dit. On a seulement sa réponse. Il y a vraiment un grand jeu de compréhension implicite, d'interprétation aussi. Je l'ai trouvé fascinant comme concept. Ça me rappelait un peu le voleur de sandwich qui est très populaire pour le thème des enquêtes. C'est sûr que je ferai une lecture feuilleton, que je ferai soit des sortes de lecture, quelque chose autour de cette œuvre-là. Fascinant, je vous la conseille vraiment, vraiment. Puis, dans le fond, à chaque soit rencontre avec la directrice ou échange de textos, on en sait toujours un petit peu plus. Ce qui fait qu'avec les élèves, on peut aller s'amuser de comme, ok, mais qui vous pensez qu'il a le squelette ou qu'est-ce qui s'est passé? Puis aller se faire un tableau, là, parce que c'est découpé en jours aussi. Donc, faire une lecture feuilleton avec chaque jour, ça pourrait être vraiment chouette. Puis là, d'aller s'ajouter au tableau, ok, on a un nouvel indice. Là, Mané, il parlait d'une salle de location d'outils, d'appareils électroniques, genre avec des caméras, des vidéos, puis tout ça. Fait que t'es comme, ok, ben là, il y a un lien avec ça. Mais quel est le lien? Puis là, les élèves vont y aller avec leurs prédictions. Ah, ça serait malade. Je visualise la scène, puis j'ai juste envie d'être en classe pour le vivre. Deux nouveautés dans la collection noire. Comme je vous dis, j'y vais toujours comme en augmentant. Je vais commencer avec ce 2 lunes-ci, donc de retour dans 30 minutes. Je le mets dans le même calibre du jeu interprétatif qu'on doit avoir pour celui-là. Il est 2 lunes parce qu'il ne fait pas si peur que ça. Mais il est fascinant de par les 2 narrations qu'on a dans le livre. On le sait dès le départ, dans le fond, l'histoire, c'est qu'on a un écrivain, ça fait des années qu'il n'a pas écrit, et cet écrivain-là va aller s'enfermer dans un chalet pendant 1 mois, sans téléphone, sans Wi-Fi, sans voiture, dans un but d'écrire une histoire d'horreur. Et j'en dis pas plus. J'ai écrit un article sur ce roman-ci qui va sortir la semaine prochaine sur J'enseigne avec la littérature jeunesse parce que j'avais tellement de questions, moi j'ai fini ma lecture, j'avais vraiment aimé et là Alexandra du blog elle m'écrit puis elle est comme Annie, il faut qu'on se parle, j'ai des questions, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas compris ça ou toi qu'est-ce que tu as compris là? Puis on s'est mis à se faire des messages vocaux comme si on avait fait un cercle de lecture sur le roman. Et là, ça nous a amené des questionnements. Donc j'ai contacté Hélène Surgeon. Je l'ai rencontrée pendant 30 minutes où on a parlé de son livre. Et là, dans mon article, je vais avoir mis là, quelques extraits de notre rencontre. Je vais avoir mis comment je le verrais, ce roman-là, comme une lecture feuilleton extraordinaire parce que il y a tellement de non-dits. La place à l'interprétation, elle est tellement grande que chaque élève va y aller de leur expérience de lecteur pour aller essayer d'aller justement combler les bris de compréhension qu'on a. C'est du génie, je l'ai adoré pour ça, vraiment. Beaucoup plus épeurant ici, donc la 3 lunes et effectivement c'est 3 lunes. L'oracle de Julie Champagne. L'oracle, on est dans un jeu vidéo. Donc, on est dans... j'y repense, puis j'ai un peu des frissons. Là, ça commence lui aussi là, dès le premier chapitre. On a 2 frères, on a des parents qui viennent de se séparer, puis on a 2 frères qui s'entendent super bien, ont une très belle relation. Et là, Mané, le plus jeune, se réveille dans la nuit, va boire un verre d'eau, regarde par la fenêtre et voit son grand frère en train d'aller brûler une chandelle dehors, brûle quelque chose à la pleine lune et rentre dans la maison. Donc, ça commence comme ça. On se pose beaucoup de questions. Puis le grand frère nie le lendemain que c'est arrivé. Mais le grand frère va avoir de plus en plus des comportements particuliers. Au début, je me demandais, est-ce qu'on va parler d'une secte? Est-ce qu'on va parler...
finalement, on est plus dans le... Il va être un peu possédé, le grand frère. Donc moi, personnellement, c'est quelque chose qui réussit à me faire peur. Tout ce qui est, justement, là, il va se sentir possédé. On sait pas, est-ce qu'il est en psychose? Est-ce qu'il est possédé par une entité? Il va y avoir un lien avec un jeu vidéo. J'en dis pas plus. C'est vraiment bon. Je le conseille pour nos grands fans d'horreur du 3e cycle et du secondaire. Je pense qu'ils vont vraiment apprécier. Il y a des illustrations dont on a accès qui sont quand même réussies. Là. Moi, ça ici, c'est assez pour me faire des cauchemars. Alors qu'il y en a une autre que je me rappelle que on était plus dans le jeu vidéo, comme vous pouvez voir ici. Mais effectivement, on est dans un jeu vidéo en même temps. Bref, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment bon. Deux autres romans, là on sort un petit peu de l'horreur. Ici on est dans le monde paranormal d'Odile. C'est le tome 3, quand je l'ai commencé, j'ai réalisé Fudge, je n'avais pas lu le tome 2 l'année passée. Ce qui fait que là il me manquait trop de... Tu sais, c'est quand même un bon roman là. Il me manquait trop de parties pour que je puisse réellement comprendre le tome 3. Mais là ici donc le monde paranormal d'Odile, le démon de Salem. Déjà on est dans une ambiance d'Halloween que j'adore. Et de ce que j'ai compris, dans le fond, elle va s'être transformée. Elle va avoir échangé de place avec le démon. Elle va être rendue un fantôme. C'est plus clair. Mais moi, j'avais mis le tome 1 dans ma classe et le tome 2, donc j'imagine, dans mon bac paranormal. Puis c'est full la mode en ce moment. Là. Les élèves aiment ça, tout ce qui est esprit fantôme. Puis c'est une jeune fille, tu sais, dans le tome 1, c'est une jeune fille de tout ce qui est de plus normal, qui va à l'école, mais qui va commencer à voir un fantôme, et le fantôme va remarquer qu'elle la voit, donc ils vont se lier d'amitié, puis donc ça là c'est vraiment populaire, ça fait pas peur, en tout cas, je peux pas dire pour le 3 parce que je ne l'ai pas lu finalement, mais c'est pas une série qui fait peur, mais on est dans un monde paranormal avec des esprits et tout, voilà pourquoi je l'ai mis dans mon thème, et on est quand même pour des bons lecteurs du 3e cycle, donc c'est des bons lecteurs. Encore pour les bons lecteurs du 3e cycle et du secondaire, nous avons Collège des mystères. La couverture, elle est vraiment réussie. Je ne l'ai pas terminée, donc je ne pourrais pas vous faire une appréciation complète. Je suis rendue à peu près au quart, ce qui est déjà bon pour moi, là, pour un roman de magie. Parce que Collège des mystères, c'est ça. C'est un roman à voix... un roman choral, je pense qu'on appelle. Donc, il y a en tout 6 voix dans le roman, qui est quand même beaucoup, j'ai trouvé. Donc, il y a parfois, on changeait de chapitre, puis j'étais comme, ok, là, il faut que j'essaie d'aller me rappeler c'est qui parle, puis qu'est-ce qui a fait quoi. Mais, dans le fond, c'est dans une école secondaire, et il n'y a pas assez de casiers pour tous les élèves. Donc, il y a 6 élèves, 5 enfants qui vont être mis au sous-sol. Dans un coin, là, genre, que personne ne va dans l'école. Et à chaque élève, en fond, quand ils vont ouvrir leur case, ils vont découvrir un objet. Et ils vont prendre l'objet, puis l'objet, c'est comme s'il était fait pour eux. Il y en a que c'est une roche, il y en a que c'est des gants, il y en a que c'est un canif, l'autre c'est quoi? En tout cas, je me rappelle plus, là, mais c'est comme si l'objet était fait pour eux, qui va peut-être aussi leur donner comme des pouvoirs. La magie, elle arrive très vite. On a un lien, tu sais, on est clairement dans un univers qui veut faire un rappel à Harry Potter. Ce qui fait qu'on est dans un univers qui est plus... tu sais, on vient beaucoup décrire tant les lieux, les personnes, leur physique. Moi, souvent, on me perd dans ma lecture. Quand il y a trop de descriptions, là, quand on est une lecture plus paysage, on me perd. Mais par chance, le rythme, il est rapide et on va rapidement dans la magie. Donc moi, c'est ce qui m'a racheté comme lectrice qui aime pas trop le merveilleux, mettons. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Et la touche que j'ai appréciée, c'est qu'on vient parler des légendes québécoises. Donc on est un peu dans tout ça. Je l'ai pas fini, donc je peux pas vous faire une... Tu sais, j'ai pas fini, mais j'ai pas comme capoté ma vie. Mais en même temps, j'ai réussi à accrocher quand même jusqu'à 100 pages et plus. Je vais assurément poursuivre ma lecture. Et si en terminant ma lecture, je réalise qu'il faut absolument que je vous en parle, bien, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc ça fait déjà 25 minutes que je vous parle. J'espère que vous avez fait des belles découvertes pour ce fabuleux mois d'octobre. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne journée!